Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence sur l'exploitation des données pour améliorer l'expérience client. Je suis Pierre Vol, professeur à l'Université Paris-Dauphine et actuellement président de l'Association française du marketing. Je vais vous présenter nos intervenants. J'ai eu la chance d'échanger avec eux plusieurs heures, une heure chacun presque. Et je sais que leurs propos seront intéressants, à la fois leurs expertises et aussi leurs convictions qu'ils vont partager avec nous cet après-midi. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Béatrice L'Hospitalier, directrice data et marketing de la régie du groupe Les Échos. Kevin Trandai qui exerce le métier le plus sexy du monde, Chief Data Scientist d'Accor Hôtel. Pierre-Marie Debazeille, directeur marketing et service client du site de la maison qui appartient au groupe ADO, et Elisabeth Cabrera, directrice marketing et communication de Vred 102. Vous présenterez bien sûr, si vous le souhaitez, un petit peu plus en détail et également vos organisations. Je crois que vous aurez l'occasion pendant cet échange de présenter vos enjeux en termes d'exploitation de la donnée client au service de l'expérience. En préambule, simplement vous dire que très souvent, on associe cette question de la donnée à la question de la relation au sens recrutement, fidélisation, développement du chiffre d'affaires. Et là, j'insiste sur le fait que nous allons plutôt parler donc, du développement non pas quantitatif du chiffre d'affaires à travers ces indicateurs, recrutement, conversion, mais plutôt la question de l'expérience. Et compte tenu de la diversité de nos intervenants, bien sûr, en théorie, cette conférence va être très riche. Deux enseignes, un groupe de médias et un des leaders de l'exploitation de la donnée client dans un secteur très avancé tout de même, c'est l'hôtellerie. Donc merci à vous tous de votre présence. Sans plus tarder, on va aborder notre première thématique. Il y en aura trois, mais on les découvrira au fur et à mesure. La première thématique, c'est qu'est-ce qu'on doit savoir de nos clients? Que peut-on savoir de nos clients? Quelles sont les résistances éventuellement que ces clients opposent à la collecte de données par les entreprises? Et puis, on s'en doute bien, on est au début d'une tendance forte à travers la collecte des données de transaction, mais aussi de navigation et pourquoi pas d'usage, par exemple à travers les objets connectés. Donc voilà, on collecte déjà beaucoup de données, ça va aller beaucoup plus loin. Donc quelles sont vos priorités en termes de connaissances clients? Et je rajoute un petit point qui a fait l'objet d'un débat dans notre préparation et que je voudrais qu'on partage avec vous. Aujourd'hui, on collecte beaucoup de données de comportement, transactions, navigation, usage, mais est-ce qu'aujourd'hui, les données déclaratives, par exemple les centres d'intérêt, sont encore pertinentes? Qu'est-ce que vous faites de cet arbitrage entre données déclarées et données collectées, notamment sur les comportements de navigation ou les comportements d'usage? Voilà, donc on va lancer cette première thématique. Alors, on va commencer par Béatrice sur le groupe donc, Les Échos. Alors, sur cette problématique de la collecte, c'est qui est le fondement en fait de toute la pensée, de toute la stratégie data. Comme vous l'avez dit, il y a deux questions dans votre question. Il y a ce qui est la collecte, je vais dire, qui est active, c'est-à-dire quand on va demander à la personne et trouver des moments où on va demander à la personne effectivement de nous donner des informations sur elle. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut lui demander? Qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui est cohérent par rapport à la marque? Pour moi, il y a, et dans l'expérience qu'on a aux Échos, il y a quelques règles, quelques principes et quelques règles d'or qui font qu'on peut être très performant dans cette collecte et dans l'enrichissement de cette information au-delà uniquement de l'adresse email. Typiquement, s'il y a une relation qui est forte, vraiment forte, de confiance entre la marque et le client, globalement, il n'y a pas de frein. Le client va, si on fait bien notre travail, il va être plutôt enclin à donner cette information. Et surtout, il va être enclin s'il comprend aussi que derrière, sans qu'on ait eu besoin même de lui dire, cette information va être utilisée pour sa propre expérience client, qu'il va en retirer un bénéfice. Et on n'est pas obligé de lui dire, on recueille cette information pour derrière vous apporter un bénéfice. Il suffit que l'information en elle-même soit pertinente. Et là, j'arrive effectivement à la règle où il y a deux choses pour moi qui sont essentielles. Ce qu'on demande doit être en cohérence avec l'ADN de la marque. Typiquement, aux Échos, on demande beaucoup de choses. Quand quelqu'un va remplir un formulaire, parce qu'il s'inscrit, parce qu'il s'abonne,
on va lui demander quelle est sa fonction dans l'entreprise, quelle est la taille de l'entreprise, quel est le secteur d'activité de l'entreprise, quel est le service dans lequel il travaille. C'est pas rien, ce sont des vraies données, à la limite, professionnelles, socio-professionnelles, mais qu'on lui demande de remplir, ça lui demande du temps, mais il le fait. On a des taux d'enrichissement sur nos formulaires comme ça qui vont jusqu'à 75%, sans les obliger, c'est-à-dire c'est 75% sans obligation, parce qu'il y a une pertinence. La marque Les Échos qui demande la fonction, le service, on comprend tout à fait que derrière, il y aura une logique de lui apporter un contenu peut-être plus pertinent parce que c'est un directeur marketing ou un directeur des ressources humaines. Et la troisième chose, enfin le deuxième point important à mon avis dans cette logique de recueil et de collecte, c'est qu'il faut également que la contrepartie, c'est-à-dire que si on demande des choses, des informations, plus elles sont personnelles, plus il faut que derrière le contenu, ou en tout cas ce qu'on lui propose, soit à la hauteur de cette demande. C'est du gagnant-gagnant. Demander quelque chose à une personne sans que derrière elle perçoive qu'il y a un avantage, autant ne pas s'y essayer. Donc ça c'est pour la partie déclarative, et je pense qu'on peut vraiment demander beaucoup de choses tant qu'on respecte ça. L'ADN, enfin le respect du client, l'ADN de la demande par rapport à la marque et ensuite que la contrepartie soit forte. Alors, aux Échos, j'ai la chance, on a 200 journalistes absolument fabuleux et des contenus à très forte valeur ajoutée. Donc, on respecte ces trois règles. Et puis après, il y a la donnée de navigation. Alors ça, c'est la donnée, la collecte passive en fait de l'information. Et là, en l'occurrence, on peut et on collecte énormément de choses par rapport à ça. Là, l'enjeu, en tout cas pour nous, site de contenu, moi je suis un média, donc on a énormément de contenu. L'enjeu, c'est de pouvoir collecter une information pertinente qui pourra vraiment nous donner une information sur le centre d'intérêt ou sur l'appétence par rapport à tel ou tel contenu, tel ou tel événement. Et nous, on a mis en place des moteurs sémantiques qui nous permettent d'aller recueillir jusqu'aux mots-clés, c'est-à-dire de pouvoir créer des segments de personnes qui sont intéressées par exemple, la société Microsoft, parce qu'ils auront consulté des articles où aura été mentionnée la société Microsoft. Merci Béate. Sur cette question de que peut-on savoir, que doit-on savoir de ses clients, on peut passer à Kevin, à Corotel, dans un autre contexte, bien sûr. Je partage tout à fait les éléments qui viennent d'être indiqués. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le client va donner d'informations, plus ses exigences vis-à-vis de ces informations vont être importantes. Dans l'hôtellerie, c'est quelque chose qu'on observe particulièrement dans les marques de luxe, en fait, où là, les clients n'hésitent pas à nous donner tout type d'informations assez précises sur leurs souhaits, en termes d'aménagement de la chambre, de localisation, de prestations de petit déjeuner ou de boissons. Et en même temps que ces informations sont communiquées, ils exigent en contrepartie d'avoir un respect en fait, de ces préférences et qu'elles soient opérationnellement exécutées. Donc c'est vrai qu'on peut collecter beaucoup de choses et que ça va vraiment impliquer derrière qu'on est capable de personnaliser l'expérience et de donner un retour au client. Après, sur les informations qu'on collecte en général, on pourrait les catégoriser en trois types d'informations. Tout d'abord, il y a le premier type d'informations personnelles qui sont liées à la relation contractuelle que vous avez avec votre client. Puisque dans ce contexte-là, le client comprend très bien que vous devez donner un certain nombre d'informations sur l'état civil, sur l'âge, sur l'adresse, etc., qui sont liées donc à la contractualisation qui se met en place. Ensuite, il y a les informations que vous allez collecter plutôt par vos canaux et vos interactions. Donc là, c'est des interactions qui viennent de vos produits, qui peuvent venir de vos services clients, de votre site web, et donc elles peuvent être utilisées aussi. Et la troisième catégorie, c'est la donnée que vous pouvez aller collecter, on va dire un petit peu à l'insu du client, en allant rechercher de l'information sur les réseaux sociaux, etc. Selon les trois catégories de données, les attentes ne sont pas les mêmes. Et c'est là en fait qu'il va falloir à chaque fois jauger qu'est-ce qu'on peut utiliser, puisque dès que l'information est donnée de plein gré par le client, elle doit être utilisée pour qu'il en tire un bénéfice. Sinon, ça peut devenir en fait un reproche. Un client qui a donné son adresse, si on lui demande à chaque fois qu'on le voit quelle est son adresse, ça peut lui poser un problème et de l'insatisfaction.
Merci pour cet éclairage. Donc toujours une petite question d'échauffement. Hein, après, on va venir aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs enjeux et leurs difficultés, peut-être même? Permettez-moi juste un instant, Pierre-Marie. J'ai oublié un petit détail qui consiste à vous inciter à nous poser des questions. J'ai ici une petite tablette qui va me permettre de remonter les questions. Il y a 2 canaux. Le premier, enfin, c'est le même canal, c'est le mobile, mais deux modalités. La première, c'est un SMS au 06 95 15 50 15 51. J'ai un petit peu de côté. Et la deuxième chose, c'est un hashtag. Donc, bien sûr, EMKTP 2016, donc qui vous permettent de nous poser des questions. Après, bien sûr, on gardera un temps d'échange à l'issue de cette intervention. Désolé pour cet oubli. Pierre-Marie? Pas de problème. Du coup, je ne sais pas si jamais je vais rajouter quelque chose de très intelligent parce que ça a déjà été dit. Laisse-moi la place. Ouais, déjà. Nous, de la même manière, effectivement, on va demander à nos clients, d'ailleurs qui ne sont pas encore forcément nos clients, mais à nos prospects et audiences, un petit peu de déclaratif. Et très honnêtement, on n'en fait pas grand-chose, nous. On se contente de faire ça en disant ok, très bien, bon bah du coup je vais lui envoyer plutôt une newsletter sur cette thème puisqu'on a une offre très 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 large en décoration, donc on a un multi-univers et ça nous permet de segmenter, on va dire, dans l'univers, un univers affine de communication, mais ça s'arrête là. On se base surtout sur ce qu'on recueille réellement de la navigation dans des logiques, on va dire, d'augmentation de taux de transformation. Ce n'est pas forcément exactement le propos de la conférence, mais c'est une réalité du e-commerce. Et donc, on va dire que cet aspect déclaratif, il est certes très intéressant. Il est vite caduque chez nous, en fait, parce qu'on a pas très peu de gens qui sont mono-univers ou monomarques. Ils vont évidemment, ils trouvent sympa le miroir, mais à côté, ils trouvent que la chaise de jardin, elle est vraiment bien aussi. Donc, du coup, on a beaucoup tendance à, on va dire, modifier ses choix premiers. La difficulté, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir lui reposer la question. Et on n'a pas forcément ces moments de point de contact dans lesquels on peut lui dire, en fait, redonne-nous un peu de feedback. Alors on essaye, dans une certaine mesure, on va dire post-achat, mais ça n'a pas du tout la même valeur que quand on crée un compte, quand on est en train de se dire, bah oui, c'est sympa, j'adore ce que vous faites. Et donc là, on va être un petit peu dans l'authenticité et après, on n'arrive pas à requalifier réellement dans ce qu'il attend. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on étudie son comportement, on étudie aussi ses moments de vie, parce qu'on sait que quand il va commencer à acheter, s'il achète une brosse pour les toilettes, c'est qu'il a déménagé. Voilà. Donc c'est un comportement intéressant. Mais non, au-delà de ça, c'est juste que du coup, on regarde effectivement les moments qui nous semblent importants. On se dit, tiens, il a modifié son comportement d'achat, il a changé de catégorie, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et comment est-ce qu'on creuse plus loin la donnée? Mais c'est dans le déclaratif pur, on ne sait pas très bien le gérer, très honnêtement. Alors, je ne sais pas si c'est propre aux retailers, mais... Elisabeth, alors là, pour le coup, il ne me reste pas grand-chose à dire. Ce fut une chose, c'est qu'effectivement, on se focalise énormément sur ces récoltes de data, mais avant tout, et en tant que retailer, l'essentiel, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on va passer par nos vendeurs, que ces vendeurs vont récupérer cette information, mais c'est eux le capital, c'est le capital humain, c'est le capital d'une marque, et surtout quand on a un réseau retail très, très, très large, comme le cas de Devred. Je ne sais pas si vous connaissez Devred, c'est une marque de prêt-à-porter masculine accessible. On a plus de 300 points de vente, et c'est vrai qu'on capitalise énormément là-dessus. On n'est pas arrivé à faire comme dans le luxe, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle le client book, le petit livret noir où on va noter les informations sur tous nos clients, mais tout reste dans la tête du vendeur. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, s'il y a un des vendeurs qui s'en va, on peut arriver à perdre 10% de son chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Donc on est à l'opposé des échos par rapport à toutes ces parties digitales ou dans d'autres organismes beaucoup plus élaborés. On est vraiment à travailler main dans la main avec notre client, à essayer de récupérer le maximum d'informations. Il est certain qu'il faut faire très attention au type d'informations qu'on récupère. Dans le monde du luxe, comme dans l'accessibilité, ce sont des données personnelles. Comme disait Béatrice, il faut que ça soit du déclaratif pour vraiment pouvoir les exploiter. Mais en tout cas de cause, on les interprète, on essaie de les apporter pour leur apporter
une simple satisfaction, ce qu'on appelle d'une façon aujourd'hui très banale l'expérience client, qui peut être voilà, fermer la boutique pour qu'ils puissent venir, même dans une marque accessible, puissent venir à faire un essayage d'un costume ou faire son personal shopper avec nous. Mais ces informations-là vont rester strictement à niveau du vendeur. Voilà. On va repartir dans l'hôtellerie en fait avec Kevin. Quand on échangeait pour préparer cette conférence, on a beaucoup évoqué les données de contexte qui permettent de comprendre finalement l'acte qui consiste d'aller dans un hôtel. Et un point intéressant sur lequel on peut développer, c'est qu'effectivement la partie data science est liée au revenu management. Hein. Donc on est quand même sur un enjeu assez important. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur cette idée de données de contexte, y compris un contexte un peu loin, hein, comme l'existence d'événements ou pourquoi pas la météo? Tout à fait, c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a tendance un petit peu historiquement à dire que le client est un seul profil unique, qu'on a segmenté, qu'on a analysé, mais en fait cette même personne peut avoir différentes facettes selon le contexte dans lequel elle se trouve. Et donc ça change en fait la dimension d'analyse, puisqu'on ne va plus dire ce type de client est dans ce segment, donc il faut lui présenter cette offre, ce type de service et cette qualité, par exemple. Mais cette personne est dans cette situation, et donc dans cette situation-là, ses besoins ne sont plus les mêmes. Donc c'est typiquement, dans l'hôtellerie, on a le cas basique hein, qui est je viens pour un séjour business ou un séjour loisir. On voit clairement que le client ne va pas du tout avoir les mêmes attentes quand il vient en business ou en loisir. Déjà, en business, il ne choisit pas forcément son hôtel, les prestations qui vont avec. C'est souvent des choses qui sont faites par l'entreprise. Quand il est en loisir, par contre, il n'a pas les mêmes attentes, ce n'est pas le même contexte. Il va vouloir profiter de son séjour. Et donc déjà, pour une même personne, on a deux profils différents. Ça, c'est l'état de base. Après, on peut imaginer aussi qu'il y a d'autres contextes, alors peut-être moins dans l'hôtellerie, mais qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. C'est par exemple les situations d'urgence. Un client qui est dans une situation d'urgence parce que son véhicule est en panne ou son accès à Internet ou n'importe quel autre de ses produits qu'il a vraiment besoin est dans une situation d'urgence et du coup, son échelle de valeur par rapport à ce qu'il va attendre de la marque n'est plus la même. Il va être prêt... généralement, l'effet prix, le prix devient moins important. Ce qui va compter, c'est la capacité à répondre correctement à son besoin et surtout très rapidement, résoudre son problème. Et donc, un client qui d'habitude va plutôt rechercher à avoir l'offre la plus intéressante, dans une situation d'urgence, peut être quelqu'un qui va vouloir avoir un service de très haute disponibilité avec une réponse très rapide. Donc, le contexte est aujourd'hui très important et c'est vrai qu'on cherche beaucoup avec les open data, alors c'est un des use cases qu'on travaille chez Accor, d'essayer d'améliorer la connaissance du contexte client. Un exemple assez simple, c'est effectivement les événements, puisqu'il existe sur le web beaucoup d'API qui permettent de collecter des événements qui ont lieu dans le futur et qui ont lieu dans le passé. Et en fait, l'idée, c'est un peu de croiser ces événements avec les séjours de nos clients pour être capable de dire, voilà, mon client est venu chez moi à cette période. En fait, il est venu parce qu'il voulait assister à tel événement, un concert ou un événement sportif. Et l'analyse des données me permet de dire que comme il vient de façon fréquente, au même moment, dans cette zone, quand a lieu cet événement, de par exemple déterminer que le client va aller au Grand Prix de Formule 1 ou aux 24 heures du Mans ou à Roland-Garros à ce moment-là, et donc qu'il est potentiellement intéressé par du tennis. Donc toutes ces données qu'on va pouvoir collecter, qui sont disponibles et qui sont plutôt liées au moment où se passe l'action, c'est-à-dire où elle se passe et quand, vont permettre de qualifier le contexte du client et donc de mieux savoir les besoins du client. Si le client vous appelle alors qu'il n'est pas à son adresse, il est en vacances, il n'aura pas besoin de la même chose que s'il est chez vous et qu'il vous appelle pour commander des pièces ou quelque chose, ou un service. Oui, cette notion de contexte, à mon sens, est assez intéressante. Je ne sais pas si vous appréhendez les choses de cette façon, à travers vos activités plutôt dans le retail. Nous, un élément de contexte très fort, effectivement, c'est la météo, notamment parce qu'on vend du jardin et ça semble évident, mais je veux dire, il transcende n'importe quelle campagne. Si jamais, comme c'est le cas depuis un mois, il fait un temps dégueulasse, le jardin, c'est compliqué. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment de segmenter déjà par géolocalisation, parce que Dieu merci, il ne fait pas mauvais partout en même temps, enfin on espère. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais l'élément de contexte, il est très très fort
chez nous pour ça. Il va être aussi très fort, et là on a plus de mal à le comprendre, c'est quand on a des événements majeurs dans sa vie, par exemple un enfant qui quitte la maison. Et quand il quitte la maison, chez nous, c'est pas du tout la même chose, parce que ça veut dire qu'il va y avoir un deuxième foyer, qu'il va falloir l'équiper, la déco. Et au-delà de ça, si on va un petit peu plus loin que de la maison, pour ADO, dans la vie de l'habitant, c'est un moment clé. Donc ce contexte, il est extrêmement important. Et là aussi, on va essayer de se nourrir de l'information disponible, parce qu'il y en a quand même, sur les fuites des déménagers assez classiquement, mais pas que. On va essayer aussi de partager cette information au sein même de l'écosystème ADO. Donc l'élément de contexte est très important. Là, j'en cite que 2. Il y en a d'autres, mais la déco, c'est vrai que ça, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'à un moment ça se déclenche. Enfin, on ne sait pas. Le client le sait, il est complètement polymorphe. Il n'a pas du tout une attitude logique de réachat sur une période donnée. C'est pas du tout un secteur. On va dire bon bah, moi avant j'étais dans l'optique c'est super. Hein, tous les 3 ans il revient quoi. Parce que sa mutuelle est finie, il faut qu'il reprenne. Là, c'est exactement l'inverse. On ne sait pas pourquoi, et c'est souvent pas lié à nous. C'est pas dans nos datas qu'on le trouve, c'est dans des datas extérieures. Mais on arrive quand même, voilà, sur quelques points où on sait que c'est critique à récupérer l'information. Merci. Alors, je vous propose d'aborder la deuxième thématique. En gros, qu'est-ce que vous faites de ces données? Quels sont les enjeux, notamment business, hein, qui sont appréhendés à travers ces données? Et également, pourquoi pas, quelques difficultés ou challenges auxquels vous êtes confrontés. Ça vous fait peur, le big data, Béatrice? Ah non, heureusement, ça ne me fait pas peur. Ça me galvanise, et surtout, c'est une formidable opportunité pour les médias. Enfin, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, et là, pour bien répondre à la problématique qui était la vôtre, c'est comment on utilise toutes ces données, cette big data, dans une nouvelle relation client. Alors pour moi, relation client, c'est expérience utilisateur et expérience internaute, parce qu'il faut se souvenir que je suis un média, donc j'ai quand même des utilisateurs qui vont venir sur mon site et consommer gratuitement cette information, mais c'est une expérience. Et pour nous, c'est une formidable opportunité à, on va dire, trois niveaux. Le premier niveau, je suis un média, donc forcément, j'ai un business model double. Je gagne de l'argent par la publicité qui est sur nos médias et donc sur mon site. Et je gagne de l'argent par le biais des abonnements et des gens qui achètent nos contenus, quelle que soit la source. Sur cette partie publicitaire, l'expérience publicitaire, pour moi, est une expérience aussi client, quelque part. On voit la montée des adblocks. Les gens en France sont de plus en plus, on sent, rétifs à un surplus de publicité mal faite, trop intrusive. Et pour des marques comme les nôtres, il faut prendre ça en considération. Et la data va nous permettre de le faire, c'est-à-dire et de le faire en plus avec efficacité. Je vais vous prendre un exemple. Ça va nous permettre en fait de pouvoir cibler et d'envoyer un message publicitaire à un internaute en fonction de ce qu'on aura compris de son centre d'intérêt ou de ce qu'il est. Alors, évidemment, on ne le fait pas pour toutes les campagnes publicitaires. On le fait souvent aussi à la demande des annonceurs. C'est-à-dire quand on a des annonceurs qui ont aussi cette logique-là de vouloir envoyer la bonne publicité à la bonne personne, parce que c'est un deal win-win finalement. Et quand on fait ça, et on l'a fait, alors je peux vous prendre un exemple. Alors comme on s'appelle les échos, on a des campagnes de publicité financière, c'est-à-dire des campagnes de publicité où c'est des rapports financiers qui sont communiqués. Et dans une campagne, on a ciblé que les gens qui, pour nous, avaient une forte probabilité d'être intéressés par des actions et des valeurs télécom. C'était une campagne d'ailleurs pour une valeur télécom. Eh bien, on s'est rendu compte que c'était un tout petit segment. Les gens qui sont appétents à vouloir investir en bourse sur les valeurs télécom, on n'en a pas 1 million. Néanmoins, on a adressé cette publicité-là et le taux de clic, c'est-à-dire les gens donc intéressés qui ont cliqué, a été multiplié par 2. Et quand on a modélisé, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver des jumeaux à ces individus-là, le taux de clic a aussi été multiplié par 2. C'est-à-dire que cette logique-là de dire on va utiliser la data pour finalement leur donner une expérience publicitaire un peu meilleure et pour aussi que les annonceurs s'y retrouvent, eh bien ça marche. En tout cas, ça ne marche pas systématiquement, mais on a des voies finalement d'exploration.
Ça, c'est pour le modèle publicitaire. Et puis, comme je vous le disais, on a d'autres types de clients, ceux qui achètent nos contenus. Et cela aussi, il faut qu'on ait une expérience, augmenter leur expérience client et l'améliorer. Et là, on travaille depuis quelques mois sur des newsletters personnalisés. Donc nous, on est éditeur de contenu et donc on envoie des newsletters de contenu. Et l'idée, et ce qu'on a fait avec vraiment la big data, c'est-à-dire avec l'analyse de la navigation sur nos sites, c'est de déterminer finalement sur ces individus quelle information on doit leur envoyer. Donc 2 fois par semaine, sur l'ensemble de nos inscrits aux newsletters, on leur envoie une newsletter et aucune de ces newsletters n'est la même. Chaque newsletter a un contenu qui diffère en fonction de ce qu'on aura analysé du cookie et donc de l'inscrit. Et ces newsletters performent, c'est-à-dire que par rapport à un taux d'ouverture classique, on fait plus 50%. Et par rapport à un taux de clic classique, on fait plus 100%. Donc, quand on a des démarches comme ça de big data, d'analyse, et d'essayer de les transformer en meilleure expérience, on a des choses qui marchent. Alors après, on ne peut pas toujours les généraliser. On fait du test and learn. Parfois, on fait du ciblage, ça ne marche pas du tout et les taux de clic ne sont pas meilleurs. Mais c'est des belles opportunités. Et puis la fin de l'histoire pour nous, quand on est éditeur de contenu, c'est de personnaliser le site, c'est-à-dire de se dire l'internaute va aller sur le site Les Échos et puis on va lui recommander des articles en fonction de ce qu'on aura compris de qui il est par le biais de sa navigation, de sa fréquence de navigation, des pages web qu'il aura consultées chez nous. Alors ça, on est en train de mettre ça en place, mais ça c'est plus compliqué même techniquement parce que ça nous demande, alors là je vais rentrer dans des aspects plus techniques, finalement de stocker tous les contenus qu'on fait. Alors autant vous dire, tous les contenus de 200 journalistes tous les jours en temps réel, c'est énorme. De stocker tous ces contenus dans des API, donc dans des endroits, pour que quand le cookie arrive et qu'on détermine, tiens, cet individu-là est intéressé plutôt par tel type de contenu, d'aller appeler les contenus et de lui proposer par une pop-up, une pop-in, enfin peu importe. Voilà. Donc là, ça commence à être complexe. On travaille là-dessus aux Échos. L'API de contenu est quasiment finalisée et maintenant, il nous suffit plus de faire la liaison entre ce fameux cookie et ce qu'on va lui appeler comme contenu. Donc oui, c'est des opportunités. Oui. Ces questions de personnalisation, Elisabeth, ça vous concerne chez DeVred ou... Complètement. C'est ce que j'allais dire. On est dans un big data un peu différent, je dirais, dans toute entreprise qui est vraiment dans le retail. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure à un niveau de l'humain et dans le CRM un peu amélioré, voire largement amélioré, ce qu'on appelle le clienteling et cette relation de one-to-one et arriver à personnaliser. Donc effectivement, nous, l'exploitation des données dans des maisons qui sont vraiment dans le retail, ça va être une fois de plus essayer de capitaliser sur ces côtés humains pour arriver à exploiter le maximum d'informations de tout ce qu'on a récupéré pour qu'à un moment donné, soit via digital, soit par marketing direct ou un autre moyen, on puisse continuer dans cette relation extrêmement personnalisée, s'adresser, que le client se sent unique, exclusif à ces moments-là, qu'on a pensé à lui, qu'on lui a fait... découvrir des nouvelles choses, l'attirer bien évidemment parce qu'il y a un retour sur investissement, je sais c'est la question numéro 3, mais voilà, qu'il y a un retour sur l'investissement, mais que voilà, on va l'attirer vers nous pour finalement le fidéliser et accroître notre chiffre d'affaires, mais tout en gardant cette expérience de vraiment unique. Voilà, donc on va les chercher, exploiter sur des moments, sur différents moyens, sur le point de vente, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il est vrai que là-dessus, pour l'instant, on n'est pas très développé, donc on démarre. Mais dans d'autres vies que j'ai eues par avant, c'était le cas. Donc ça revient à vraiment toute l'exploitation des données pour identifier le client en tant que tel et arriver à lui apporter la réponse et surtout la satisfaction à son attente. Mais avant tout, il faut savoir quelle est son attente pour la satisfaire. On va passer à un autre cas de figure qui était très intéressant. Tu nous disais tout à l'heure, finalement, dans le e-commerce, on ne connaît pas son client, quoi. C'est un IP, c'est un cookie, c'est un identifiant. Bon, voilà. Mais il y a un moment important, c'est la livraison aussi. Hein, et cette expérience de... Voilà, donc on peut... Je savais que tu allais partir là-dedans. Oui. Nous, effectivement, on a souvent oublié qu'on avait des clients. Et en fait, à l'inverse de Béatrice, c'est que nous, nos clients, à un moment, ils ont le mauvais goût de devenir réels et il faut aller les livrer dans un endroit pour le moins farfelu, par exemple un 5e étage sur l'ascenseur.
Et il se trouve que le client n'a pas coché qu'il était au 5e étage ascenseur et que c'est une dame qui a 80 ans et à qui on va livrer son meuble sur le trottoir. Voilà, c'est tout à fait des cas malheureusement réels. Donc nous, on utilise aussi la donnée pour enrichir ce profil et se dire qu'en fait, il se trouve que à cette adresse, c'est un immeuble. Si c'est un immeuble, ça veut dire que la probabilité pour qu'elle soit au rez-de-chaussée est assez faible. Donc on va de nous-mêmes modifier les règles de type de livraison et se dire, en fait, cette personne qui habite boulevard Haussmann à Paris, elle est très probablement en étage. Donc pour lui livrer son meuble de salle de bain, il vaut mieux avoir deux livreurs, donc deux chauffeurs, et donc modifier directement son choix, qui n'en est pas un en fait par défaut. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau parce qu'on ne s'était pas posé la question en fait. On ne s'était pas dit tiens, mais en fait cette information-là, elle remonte sous forme souvent d'une plainte, c'est-à-dire qu'on reçoit un coup de fil en disant mais vous êtes complètement idiot, vous nous avez livré sur le trottoir. Oui, on vous a livré sur le trottoir. En fait, c'est pas nous réellement, mais notre transporteur, il n'a pas été au bout. Il a juste vu un type de livraison qu'on lui avait donné comme information dans le système d'information, et il a fait exactement ce qu'on lui avait demandé, c'est-à-dire qu'il a exécuté une livraison simple. Donc, on va se dire, tiens, cette information, elle est aussi valable pour son voisin, puis le voisin de son voisin et le reste de la rue. Donc, on va enrichir en fait finalement nos profils clients avec de la donnée. On va dire réactive et réelle et chaude on va modifier ce type de livraison, on va modifier les chauffeurs, on va du coup arriver à une expérience client. Parce que en fait l'expérience client c'est réellement ça, c'est pas la partie UX qui est sympa et qu'on peut améliorer et travailler pour la rendre encore plus, améliorer notre taux de conversion, mais nous notre problème, enfin notre pain point il est vraiment à partir du moment où ça devient réel. Et c'est là que la data peut, entre autres, enrichir et améliorer, on espère, tous les jours, la satisfaction et surtout l'expérience client. Alors, Kevin, tout à l'heure, on disait, chez Accor Hotel, vous êtes, l'organisation vous rattache finalement à des enjeux de revenu management, de yield management, de pricing. Donc ça, c'est un enjeu évidemment crucial. Mais en termes d'expérience client, bien sûr, on-site, avant, pendant et après le séjour, qu'est-ce qui se passe? Comment vous utilisez ces données? À quoi ça vous sert? Alors, en fait, les données, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez Accor Hotel, on a une organisation des données qui est un peu hybride, dans le sens où on a une partie des données qui sont en centrale, qui sont gérées sur le système de réservation centrale, ou les données de fidélité, puisque le programme de fidélité est géré en centrale. Mais il existe beaucoup de données aujourd'hui qui sont aussi distribuées dans nos hôtels et auxquelles on n'a pas forcément encore un accès complet. Ces données-là, en fait, aujourd'hui, la relation client pendant le séjour, elle est encore aujourd'hui beaucoup à la charge de l'hôtelier. Et c'est l'hôtelier, en fait, avec ses équipes sur le terrain, les informations qu'il a dans son système local, qui va permettre, en fait, de créer cette expérience. Et l'idée, en tout cas un des enjeux d'Accor Hotel, c'est déjà de récupérer en centrale ces données pour pouvoir gérer ces données non plus hôtel par hôtel, mais de façon centralisée. Un exemple qui est assez simple, qu'on a aujourd'hui qui est plutôt une problématique, c'est que si vous donnez vos préférences dans un hôtel A, d'une marque X par exemple, vous allez dans un autre hôtel, la préférence que vous avez communiquée à l'hôtel A n'est pas forcément disponible dans l'autre hôtel. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut déjà fluidifier de façon à pouvoir partager entre nos hôtels et nos marques un certain nombre de données clients qui sont essentielles pour son expérience client et son séjour. Ça va de ses notes de satisfaction de son dernier séjour par exemple, à ses préférences ou à des reviews qu'il a pu poster sur des sites partenaires spécialisés. Et l'idée c'est de pouvoir partager cette information pour que le client se retrouve dans une expérience similaire, quels que soient les hôtels et quels que soient les hôtels, oui, quelles que soient les marques, bien sûr, avec les limites de ce que peuvent offrir les marques selon les gammes. Et ça, c'est un des enjeux qui est vraiment important. Si on revient sur le yield management et le revenu management dans l'hôtellerie, là, on est plus sur une problématique qui est plus opérationnelle et qui se gère en amont, puisque là, on est sur la partie plutôt réservation. Et la data ici est collectée pour optimiser les ventes, le prix à la vente. Et là, nos enjeux sont plus liés à l'estimation correcte en fait, d'une demande à un instant T et à la répartition de cette demande entre les différents canaux de vente que nous avons. Puisque dans l'hôtellerie, on a beaucoup d'acteurs traditionnels. On a maintenant des agences en ligne, dont les plus connus sont du Expedia ou du Booking. On a les canaux directs, les groupes, les entreprises.
Et tous ces canaux-là, bien sûr, ont des revenus ou des marges, on va dire, qui sont différentes pour l'hôtelier. Donc, sur la partie revenu management, l'idée, c'est vraiment plutôt d'optimiser. Alors, on le fait aujourd'hui indépendamment de l'individu, puisque comme on l'avait évoqué lors de notre point, aujourd'hui, personne n'a la volonté de vendre le même séjour à des prix différents à la même personne, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt segmenté par canal et par date. En fonction de la date, il y a une demande plus ou moins forte et donc un prix. Et selon le canal par lequel vous arrivez, il y a un tarif qui a été généralement négocié et qui va être mis à la vente. Mais il n'y a pas de volonté aujourd'hui de personnaliser ce tarif à l'individu, de dire parce que l'individu est dans cette région-là, c'est plus cher pour lui. Par exemple, ça, c'est des use cases aujourd'hui qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Peut-être en complément, parce que c'est une entreprise en réseau, effectivement, avec des marques et des hôtels. Chez Devred, c'est pareil, vous avez des points de vente, donc les données, elles sont où? Elles sont centralisées, agrégées, partagées, distribuées? Elles sont où Je vois quelqu'un qui a mes données. Non, elles sont centralisées, bien évidemment. On a un système des caisses avec un programme relationnel qui nous permet de récupérer pas mal d'informations. Et elles arrivent dans une base de données. Donc, on parle des millions des contacts qu'on a. Mais une fois de plus, et vraiment je tiens à préciser là-dessus, cette base de données en tant que telle, elle va récupérer vraiment cette information plutôt déclarative. Donc, il va être le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et bien évidemment tout l'historique d'achat, ça c'est clair. Mais il reste tout le reste avec une partie du service après-vente qui est essentielle parce qu'on peut récupérer des clients, on peut recréer des expériences là-dessus. Donc cette information-là, elle va atterrir aussi vers ce qu'on appelle d'une façon un peu plus... comme on est dans le salon e-marketing, dans le DMP. Donc voilà, ça va revenir dans le même bocal. La même chose sur les réseaux sociaux par rapport aux satisfactions, par rapport au fait qu'il va poster sur un look, parce c'est ce qu'on appelle de user content. Donc le client, il va se poster, il va se dire, tiens, ça j'aime bien. Et on essaye de regrouper l'ensemble, mais n'empêche, et j'insiste encore, comme dès le début de la conférence, que la grosse majorité d'informations, elle est chez le vendeur. Donc, dans l'humain, qui est capital. Voilà. Très bien. Alors, deux petites questions pour Béatrice. La première qui vient de la salle. Comment vous faites pour automatiser, quel est l'outil pour personnaliser, automatiser la newsletter? Ça, c'est une petite question technique. Et puis, une question personnelle que je rajoute. On a parlé de DMP. Je sais que c'est un challenge également pour vous. Je m'interroge en particulier sur les comportements sociaux, on va dire, de vos usagers, le fait de partager certains contenus. Enfin, est-ce que vous captez ces comportements sociaux, finalement, de vos lecteurs? Alors, je vais commencer par la première. Donc, la première question qui était plus technique, comment on travaille pour cette personnalisation. Donc, nous, là, on travaille avec un partenaire. Donc, ce partenaire, c'est OnPage. Avec qui on travaille sur ces logiques pour modéliser la personnalisation. Là, typiquement, mon voisin de gauche serait sans doute bien meilleur que moi pour expliquer ce genre de choses. C'est des techniques d'algorithmes qui permettent d'associer, c'est des techniques d'association. Typiquement, vous avez une grande majorité de personnes qui consultent tel article, qui ensuite va consulter tel autre et puis tel autre. Donc, au bout d'un moment, et en analysant toute la donnée, effectivement, et je rappelle, nous, c'est 10 millions de cookies par mois sur le site, ça permet d'analyser beaucoup de données, et à partir de là, on va pouvoir déterminer que si vous avez lu tel article, vous avez une très très forte probabilité d'être intéressé par un autre, et on va vous le pousser via la newsletter. C'est un peu ça, enfin, je simplifie, mais c'est à peu près ça. Donc là, effectivement, on travaille avec un partenaire. On pourrait tout à fait internaliser ce genre de choses. On réfléchit à le faire parce que personnaliser nos contenus et monter en compétence sur ce type de personnalisation, voilà, ça fait partie. Maintenant, il y a des gens qui savent bien faire ces choses-là. Autant aussi travailler avec les gens qui ont la compétence pour aller vite et faire ce qu'on appelle le plug and play très rapide. Ça, c'était la première question. La deuxième sur la DMP. Alors oui, on a une DMP. Alors nous, ça fait depuis 2012 qu'on travaille avec ce système de data management platform parce que comme vous l'avez compris, on a beaucoup de data. Et donc, où on a toute la data qui est collectée via la navigation sur notre site, donc parce qu'il y a des tags, donc on voit ce que le cookie fait, et bon bref, on va analyser tout son parcours.
Et ce que vous dites sur la partie sociale, c'est le partage. En fait, effectivement, à un moment, sur nos articles, quelqu'un va pouvoir mettre un commentaire ou va éventuellement vouloir le partager, le liker. Et à partir de là, effectivement, ça c'est des techniques, c'est des boutons action, et on peut tout à fait collecter et savoir que ce cookie, il a fait telle ou telle action sur... Et il faut en fait ramener cette action au contenu de la page. C'est-à-dire, effectivement, faire en sorte que quand on va traquer l'action, eh bien, cette action, elle soit traquée et qu'en même temps, on traque, eh bien, il y avait quoi dans cette page? Est-ce que c'était une page sur François Hollande qui a généré le commentaire ou plutôt une page, je ne sais pas, moi, sur une crise financière ou sur un krach boursier? Voilà, c'est ça. Et ça, on peut le faire et on le fait et on récolte. Voilà. Alors, je vous propose d'aborder la troisième partie, un sujet important, la question du ROI, hein, de ces investissements en data management, finalement. Et là, je cite une question de la salle qui introduit tout à fait la thématique. Question d'Anne-Marie Deblonde. Comment mesurez-vous cette expérience client améliorée via l'exploitation de la donnée? Ça, c'est un vrai sujet. Alors, c'est vrai que le ROI, il y a un investissement et un rendement. Donc, comment vous appréhendez cette question? Comment vous mesurez finalement l'efficacité de ces investissements en données? Ah, qui veut commencer? Qui a posé la question? Et vous répondriez quoi? Ah non, ça marche pas comme ça, Elisabeth. Et non. Donc, non, c'est une bonne question d'introduction sur cette troisième thématique, hein, globalement le ROI. Donc, ça, c'est une question. Bon, c'était la dernière thématique qu'on a évoquée quand on a préparé la conférence, mais il y a des approches assez différentes. Et là, je vous interdis de me dire taux de conversion, cross-selling, hein, sinon, ce serait trop simple. Ok, donc si on ne met pas taux de conversion et cross-selling sur un site e-commerce, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quand même notre métier de base. Et après, le ROI, j'allais dire, pour un e-commerçant, la question ne se pose même pas. L'exploitation de la donnée, c'est intrinsèque chez nous. Maintenant, on va dire que si on prend le coût marginal de ce que représente le traitement et l'enrichissement d'une donnée client rapporté à sa lifetime value, il est évidemment et éminemment rentable. Heureusement, parce que je pense qu'il n'y aurait personne dans la salle. Si nos clients ne nous ramenaient pas d'argent, ça serait embêtant. Et en fait, parce que l'investissement en lui-même, on s'est prêté à l'exercice quand on était ensemble au téléphone, il est, on va dire, assez faible. Il ne dépassera jamais, ne serait-ce que 10% de la totalité du budget d'acquisition. Donc, je prends juste le traitement, le data management de notre client et tout ce qu'on peut faire en enrichissement de données. Il ne va jamais dépasser 10% du modèle de la totalité du budget d'acquisition chez nous. Évidemment, les budgets d'acquisition chez nous, il est surestimé parce qu'on est un pure player, donc on investit énormément chez nos partenaires médias, entre autres. Mais au-delà de ça, du coup, ça donne une idée. Et pour autant, évidemment, la totalité de nos clients rapporte 80% de notre chiffre d'affaires. Donc oui, il est éminemment héroïste, le modèle qui consiste à connaître mieux nos clients, à appréhender mieux leurs besoins, leurs envies, à trouver justement ces points qui font qu'on est plus pertinent. Donc la réponse, qui n'en est pas une, c'est oui, évidemment, surtout quand on le rapporte au budget d'acquisition. Alors oui, c'est très spécifique sans doute au e-commerce, compte tenu en plus des budgets d'acquisition. Comment vous fonctionnez alors dans le retail plus traditionnel, puis après on va basculer sur... Dans le retail plus traditionnel, bien évidemment, il y a cette notion d'ROI. Ça, c'est avec des KPIs. On ne peut pas s'en passer. Comme je disais tout à l'heure, évidemment, ce qu'on cherche à la fin, c'est développer le chiffre d'affaires, la fidélité du client et puis bien évidemment recruter. Donc ça, il ne faut pas s'en passer. Mais je dirais que on commence et ça s'installe vraiment à avoir ces sens de simplement un merci du client, un sourire, le vendeur qui revient vers nous en disant ils ont été enchantés, ça a super bien marché. Pas plus tard que la semaine dernière, on a réalisé 300 soirées privées en France, le même jour, même heure, avec un défilé en même temps. Et on n'a pas cherché à faire un chiffre d'affaires, pas du tout. C'était pas une soirée sur laquelle on allait proposer une promotion tout simple. On cherchait à passer un moment de convivialité avec le client,
parce qu'on se doit de faire partir du moment qu'on l'habille. On accompagne les clients, c'est-à-dire vous, messieurs, vous êtes habillés, peut-être en devrette, je l'espère. Donc, on les accompagne à tout moment de la vie. Et à ces moments-là, on cherchait vraiment à partager un moment autre et qui gardent dans la tête et qui se disent, à un moment donné, donc impossible de vous dire quand, il est vrai que je vais les traquer, parce qu'ils ont été traqués, ces clients qui sont venus, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je me refuse à dire est-ce que je vais calculer un ROI à un jour, à 2 jours, à 1 mois, à 3 mois. Moi, ce qui m'a intéressé et ce qui nous a intéressé, nous, à niveau direction générale, ça a été surtout savoir est-ce que le client a été content, est-ce qu'il a passé un bon moment et est-ce que surtout le vendeur a été satisfait de tout le service qu'il lui a apporté. Voilà. Donc, il y a des aspects autres sur cette expérience qui ne sont pas forcément chiffrés, qu'une fois de plus, on revient, on vit tous des expériences à un moment donné, et il y a d'autres moyens de le mesurer. Voilà, donc un sourire et un merci. Là, on est sur un sujet intéressant, c'est la qualité de l'expérience qui peut ensuite conduire à effectivement renouveler son achat, acheter plus souvent, Tout etc. à fait. Mais sur cette qualité d'expérience, est-ce que vous avez des mesures, des façons d'appréhender un peu le sujet, et puis de ramener ça à l'investissement data, puisqu'on parle de ROI? Alors, après, quand on parle du ROI de tous les processus data, c'est vrai qu'une approche qui est assez simple conceptuellement, c'est de travailler avec des groupes de contrôle ou des panels, c'est-à-dire tout traitement de données va donner lieu à une mise en application qui peut être une simple campagne emailing sortante ou un échange d'un équipement ou une opération en fait, qui va être réalisée sur une cible de client. La méthode du groupe de contrôle va permettre en fait, assez rapidement d'isoler une population auquel on ne va pas appliquer le processus et de mesurer ensuite les effets, le delta qu'on va avoir entre la population qui a été entre guillemets sollicitée et celle qui ne l'a pas été. Et là, on a une façon de mesurer en fait un ROI du processus qui normalement est juste, sous réserve bien sûr qu'on a réussi à tirer des échantillons représentatifs, etc., etc. Donc ça, c'est la première approche du groupe de contrôle. C'est son côté data scientist, parce que dans scientist, il y a science en fait. Donc là, c'est de l'expérimentation. Et donc, une autre approche qui commence aussi à émerger, c'est plutôt de travailler dans une approche inverse, enfin pas inverse, mais qui revient au même, mais plutôt de travailler avec un panel. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un groupe de clients dans sa base, qu'on isole de toute sollicitation pendant un temps T. Et lorsqu'on leur réalise une campagne, en fait, on va aller tirer des individus similaires dans ce panel, pour lequel on sait qu'il n'y a eu 0 sollicitation d'aucun type pendant une période suffisamment longue pour considérer qu'ils sont parfaitement neutres. Et dans cette approche-là, on va mesurer du coup de la même façon un delta entre la population A et la population B. Ça, c'est une approche qu'on utilise couramment pour mesurer les performances. Après, il y a bien sûr les KPI globaux de l'entreprise qui portent une partie de cette amélioration, la satisfaction, les indicateurs de satisfaction, d'enquête, etc. Et on peut toujours, bien sûr, faire une enquête client et regarder la réponse de nos clients qui ont été sollicités ou qui ont été soumis au processus qu'on a mis en place. Alors, sans donner de chiffres, hein, Béatrice, mais est-ce qu'on arrive assez facilement à isoler l'investissement en data auprès d'un groupe média qui... voilà, quelles sont les démarches pour vraiment isoler l'investissement en data? Pour calculer un ROI, ça paraît évidemment une étape essentielle. Alors, pour le groupe Les Échos, c'est, j'allais dire, à la fois simple et compliqué. Simple parce qu'on a créé une cellule data unique, transversale au groupe, donc qui va collecter toutes les datas, qui va investir et qui va centraliser tous les investissements. Donc, effectivement, sans donner de chiffres, moi, je connais mon budget d'investissement, mais... donc oui, je connais le budget d'investissement. Maintenant, la question, celle du ROI, c'est-à-dire à quel moment je considère que j'ai rentabilisé. C'est plus compliqué parce que d'abord on investit au fur et à mesure. Les DMP, ça a un coût. Et c'est un coût récurrent tous les ans. Des technos du type personnalisation, ça a un coût. On travaille là avec un autre partenaire sur un projet qui est fabuleux. Fabuleux, ils sont là, donc c'est Inbox, donc je les cite. Parce qu'on travaille avec eux sur du machine learning pour aussi scorer et trouver les plus fortes probabilités de conversion et de transformation de nos cookies. Donc on connaît le coût de tout ça. Après,
moi, j'ai déjà un premier point parce que, encore une fois, je suis un média et que je vends de la publicité. Je vous parlais tout à l'heure des campagnes ciblées. On utilise la data, cette data qu'on a, nous, on l'utilise finalement en groupe média, on est les premiers clients de notre data, mais aussi on la met à la disposition du marché publicitaire. Donc moi, c'est aussi un levier de monétisation de ma data. Donc en fait, quand des annonceurs vont vouloir faire des campagnes ciblées, justement, comme on en parlait tout à l'heure, cette data et ces campagnes ciblées vont leur coûter plus cher qu'une campagne normale parce qu'on considère qu'elle aura plus d'efficacité. Et là, moi, ce que je peux vous dire, c'est le chiffre que je peux vous donner. Aujourd'hui, on a 20% de notre chiffre d'affaires digital, c'est-à-dire de publicité digitale, qui est réalisé par des campagnes avec de la data. Donc la data, finalement, la contribue de façon très concrète au chiffre d'affaires de publicité digitale. Et là, pour le coup, encore une fois, hein, je ne vous donnerai pas les millions en question, mais là, effectivement, on commence à se dire, effectivement, ça commence à rentabiliser les investissements qu'on fait par ailleurs. Et puis, pour terminer là-dessus, de toute façon, j'ai presque envie de dire sur cette question du ROI, la data, elle existe. Enfin, aujourd'hui, c'est un élément qu'on avait avant, mais pas dans cette quantité, pas en temps réel, etc. Aujourd'hui, on sait qu'elle existe, on sait qu'on peut la traiter en temps réel. Ne pas s'équiper, ne pas investir, c'est comme si dans les années 90, on s'était dit bon, on ne va pas investir dans la micro-informatique dans les entreprises. À un moment, on ne sait pas, mais on sait très bien que si on ne le fait pas, c'est juste que c'est des outils d'analyse qui sont fondamentaux pour l'avenir de nos groupes et l'avenir non seulement du marketing, de la relation client, mais aussi de nos activités globalement. Pierre-Marie, en rebond. Non, je voulais juste rajouter qu'en plus, ça avait une deuxième vertu en termes de ROI, c'était éviter de la dépense. Je prends un exemple très précis, c'est que grâce à la data, on arrive aussi à analyser la totalité des verbatims de nos clients et détecter directement des défauts de la part de fabricants sur des produits donnés qui sont remontés de manière extrêmement rapide. Là où avant, il fallait attendre qu'on ait 10 clients qui nous disent « Ah, en fait, j'ai un problème », c'est remonté automatiquement en analyse justement des verbatims du service client. Et donc finalement, effectivement, ce n'est pas un ROI, mais c'est un coût qu'on s'épargne. Et en plus, en termes de satisfaction client, potentiel contact en moins. Donc on peut le voir aussi dans ce sens-là. Et je pense que c'est aussi un point fondamental de la data. Alors, j'avais une question, et là, je vais la lier à une des questions qui est sur la tablette, de rendement marginal décroissant. Plus on personnalise, a priori, et moins le rendement va être fort. Et alors, j'ai une question, là. A priori, oui. Hein. Enfin, dans nos business, c'est souvent le rendement marginal décroissant, quand même, qui fait. Sinon, on serait tous Google. En revenant sur le contexte, est-il intéressant de modifier l'offre ou la personnalisation en fonction du device ou de l'heure? Jusqu'où ne pas aller trop loin en termes d'investissement en personnalisation autour de la data? Voilà un exemple. Est-ce que c'est utile de faire de la personnalisation sur le device ou sur l'heure? Ouais, alors ça, c'est une question très, très média. Évidemment, on utilise, on analyse, nous, forcément, à quel moment l'individu va commencer sa journée pour s'informer. Ça va être le smartphone. La tablette va intervenir beaucoup plus tard dans la soirée. À quel moment le desktop va être utilisé de façon beaucoup plus verticale pour des recherches plus approfondies à des moments de la journée et généralement au bureau. Enfin, en tout cas pour mes cibles, hein, j'entends. Donc l'analyse de la data cross-device, c'est un élément fondamental, mais qui n'est absolument pas facile à faire. C'est-à-dire qu'à un moment, pour arriver à ça, un individu qu'on va suivre sur la tablette, faire le pont avec, c'est le même individu sur le mobile ou c'est le même individu sur l'ordinateur fixe, c'est très compliqué. Pour y arriver, il faut demander aux gens de se loguer, de s'authentifier. Alors, c'est ce que font Facebook, les Google, ils ont pour ça tous ceux qui vont, les Twitter. Pour des sites comme nous, les Échos, il faudrait forcer l'authentification. Et effectivement, si quelqu'un cette fois-ci s'authentifie, fait le logging, là, on peut le suivre partout. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut retracer le fil. Donc, faire de la personnalisation cross-device, c'est plus compliqué, mais c'est fondamental, c'est essentiel. Et moi, je m'arrache déjà les cheveux là-dessus, mais voilà, c'est un vrai sujet. Ouais.
Alors, avant d'ouvrir peut-être quelques questions pour les 5-10 minutes qui vous restent, juste un petit mot de conclusion. Le mot-clé, la tendance, le truc hype qui va venir en matière de data client, machine learning, Internet of Things, ça c'est la question surprise que je vous gardais pour la fin. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment à la mode, et on l'a vu encore un peu récemment avec ce qui s'est passé avec Google et le jeu de Go, on sait que maintenant, on était beaucoup sur le learning, le deep learning, machine learning, deep learning, et maintenant on commence à vraiment avoir émergé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc l'IA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comment utiliser la donnée pour générer en fait des moteurs, alors qui vont utiliser des techniques statistiques, un ensemble de techniques pour produire de l'intelligence artificielle et donc proposer vraiment des choses encore plus pertinentes que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, qui se base quand même principalement sur l'analyse du passé. Quelqu'un a envie de compléter? Non. On n'a pas envie d'avoir l'air bête, donc non, on va rester comme ça. Non, c'était. Non, après, il y a une autre Compétent et modeste. Il y a une autre chose, je pense qu'il y a aussi tout ce qui va être réalité augmentée et réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, c'est comment on va pouvoir utiliser l'ensemble de ces informations dans une logique effectivement de réalité augmentée, c'est-à-dire de suivre la personne et d'augmenter son expérience. Alors là, effectivement, il y a des lunettes connectées, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Donc je pense aussi que la logique de réalité augmentée va être un sujet. Intéressant. Alors, on peut ouvrir quelques questions de la salle. Il nous reste quelques minutes. Une ou deux questions. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui passe avec un micro. Non? Oui? Oui, c'est vrai qu'on peut vous en prêter. On en a plein. Bonjour, Pascal Rousseau. Je travaille pour un groupe de spiritueux. Je vais jouer les Cassandres. Depuis ce matin, j'écoute beaucoup de conférences. Je trouve ça fabuleux. On travaille tous dans le sens de cette expérience client. Moi, il y a une chose qui me perturbe en permanence, c'est l'inverse. C'est-à-dire ce que nous, chacun d'entre nous, nous sommes clients à tour de rôle. Et c'est peut-être une question qui s'adresse à vous, d'ailleurs, en tant qu'intervenant et spécialiste au sein de Dauphine. Quoi de nous, en tant que pauvres petites choses gavées, saturées, qui passons en moyenne entre 10 minutes, enfin, je pense qu'on n'est pas loin de 10 minutes de nettoyage sans les ouvrir de tous les emails qui ne nous intéressent juste pas, parce qu'une fois dans notre vie, on a eu besoin d'aller acheter un truc quelque part et qu'on n'ira jamais deux fois et que les gens vont continuer à nous écrire pendant 10 ans. On fait quoi avec cette problématique-là du gavage client-consommateur quand on est autant qu'on est, nous tous, des marques et qu'on prétend faire vivre à nos clients une expérience délicieuse? Oui, alors si cette question s'adresse à moi en 30 secondes, effectivement, je vous rejoins en partie. Il y a peu d'entreprises qui mesurent vraiment la sollicitation commerciale, l'intensité de la pression. Il y a peu d'entreprises qui mesurent la qualité de l'expérience, en fait, et intégrant aussi... le coût au contact ayant baissé avec l'emailing, aujourd'hui vous avez des acteurs dans l'e-commerce qui sont à 180, 200 mails par an, donc ça veut dire presque un tous les 2 jours. Donc si on mesurait vraiment la qualité de l'expérience, il y a aujourd'hui des méthodes pour le faire, on intégrerait cette question de la pression et quasiment du harcèlement commercial. Donc je vous rejoins, aujourd'hui c'est un peu la voie de la facilité, on a des armes qui permettent de faire du contact massif dans beaucoup de secteurs, par exemple le e-commerce. Si on ne mesure pas la qualité de l'expérience, on risque de dépasser la dose prescrite, clairement. Et pour certains, c'est déjà fait. Alors je ne sais pas comment vous traitez cette question-là chez vous. Non, mais la stratégie du carpet bombing, puisque c'est ça dont on parle, hein, c'est-à-dire on balance partout. Évidemment, ça fait 10 ans qu'on se dit qu'il faut qu'on arrête. Mais il se trouve qu'à la fin du mois, on a du report et qu'on nous dit « vous avez fait combien ?» Donc on le sait tous et je partage, tout le monde ici partage l'analyse. La seule chose, c'est que la rupture que ça suppose de dire finalement je vais arrêter, je vais faire que du permission marketing et je vais demander à mon client de doser lui-même sa pression commerciale, c'est super, j'adorerais pouvoir le faire et je sais que c'est aujourd'hui un vœu pieux, ça sera peut-être réaliste le jour où on sera capable justement de mesurer réellement cet intérêt, cet attrait
et se dire bon bah ok, il n'a pas ouvert 1, 2, 3, j'arrête, je veux tenter autre chose, je change de canal, je tente une communication différente et disruptive, c'est fantastique. Mais comme on est quand même, enfin, dans l'ensemble dans des grosses masses clients, on ne fait pas du one-to-one, c'est là où on va perdre effectivement en efficacité. Donc aujourd'hui, en tout cas pour ma part, et pourtant on fait attention à ça, surtout au sein d'ADO, on n'arrive pas à se dire notre client il en a marre. Donc je fais une réponse qui n'en est pas une, mais... Non, mais c'est vrai, on mesure par exemple le taux de désabonnement à une liste ou alors effectivement le taux d'ouverture. C'est des marqueurs en fait de cette saturation, mais voilà, le sujet est devant nous. Vous avez eu raison de poser la question. Alors là, le temps un peu s'est écoulé. Je me tourne vers notre ami Thierry Spencer, que je remercie pour oui, et qui me fait un signe selon lequel nous allons arrêter. Voilà. Merci à vous tous. Merci pour vos interventions tout à fait intéressantes. Merci de votre présence.